On va pouvoir maintenant passer à l'étude de cas. Votre débat que vous attendez tous et maintenant on va pouvoir continuer avec le continent africain. Peut-il gagner la Coupe du Monde? Et on va s'intéresser maintenant tout de suite avec la Coupe du Monde 2022 qui va arriver et restez branchés le 19 novembre, J-1 de la Coupe du Monde. Grosse émission, gros débat étude de cas sur le soft power de la Coupe du Monde pour les pays. Et on va pouvoir commencer avec toi Imran. Est-ce que le Sénégal peut créer la surprise à la Coupe du Monde 2022? Absolument, parce que le Sénégal, c'est une équipe qui a plus aucun complexe. Déjà, il faut savoir qu'elle a l'expérience de la précédente Coupe du Monde et que la plupart de son noyau l'aura. Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, mais surtout Kalidou Koulibaly. Et tu auras aussi une force avec Edouard Mendy dans les buts. Non, Edouard Mendy n'a pas connu la Coupe du Monde 2018, mais il a connu les épopées. Il a connu les échecs, il a connu la Ligue des Champions. Ensuite, niveau jeu, cette équipe, c'est l'équipe que tu ne veux pas croiser par excellence. Parce que c'est une équipe qui défensivement est très bonne. Elle densifie énormément l'axe pour permettre à l'adversaire d'être totalement perdu, notamment dans l'utilisation des milieux de terrain et dans la fermeture des espaces, un peu comme le Chelsea de Thomas Tuchel version janvier 2021. Mais surtout pour moi, ce qui fait l'avantage du Sénégal, c'est l'aspect psychologique. T'as cassé toutes tes barrières qui faisaient que le Sénégal était une sélection maudite. Le premier trophée, le parcours en Coupe du Monde. Et donc, pour moi, cette génération-là, et en plus dans cette optique de last dance pour certains, notamment Cheikhou Kouyaté ou même Koulibaly, t'as plus ce complexe d'être attendu. T'as plus, ce complexe de avoir ton match référence. D'avoir ta référence. Après, ils l'ont, leur référence. Moi, je te comprends par rapport à ça, mais je trouve qu'on en fait vraiment, en France en tout cas, beaucoup trop sur le Sénégal. On en fait trop sur le Sénégal et j'ai l'impression qu'il y en a certains qui oublient le groupe qu'ils ont. Alors certes, ils ont le Qatar, mais l'Équateur et le Pays-Bas, c'est pas des épiciers non plus. Et moi, je trouve qu'on en fait beaucoup sur cette équipe du Sénégal. Mais surtout, parce qu'au final, les équipes africaines en Coupe du Monde, alors même si voilà, il peut y avoir un contexte auquel on peut attribuer leur parcours, si on enlève depuis l'Algérie 2014, les équipes africaines en Coupe du Monde, c'est assez compliqué. Et je trouve qu'on oublie beaucoup que leur groupe, où tu peux avoir les Pays-Bas qui sont quand même une équipe très qualitative, tu peux avoir l'Équateur, où tu peux avoir ce magnifique double pivot Caicedo et Soupinian. Incroyable. Il faut vraiment que le Sénégal fasse très attention parce que on en fait beaucoup trop sur le Sénégal et on les voit peut-être plus beaux qu'on ne le pense. Peut-être faut oublier que le Qatar est à domicile, donc surtout, tu sais que surtout que eux, ils ont pour vraiment ambition d'au moins sortir de cette phase de groupe là. C'est l'objectif de tout le pays en fait. C'est vraiment ça. Donc il y aura une pression double voire triple sur eux. Là, Tamim, il veut pas louper cette occasion là. Et le Sénégal, moi j'ai envie de croire en eux, mais il y a quelque chose qui me fait relativiser. Et ça correspond à ton club, la forme d'Edouard Mendy. Il n'est plus en confiance, il n'est plus titulaire et arriver dans une grande compétition comme la Coupe du Monde ou même une CAN avec ton gardien qui t'a permis d'aller chercher la CAN justement, qui n'est pas en confiance. Bon, l'opportunité du Sénégal, c'est qu'ils ont quand même un bon réservoir. Ils ont Moridio, si je me trompe pas, au cage. Ils ont Seny Dieng aussi, qui est très très bon. Mais Mendy jouera quoi qu'il arrive. Le latéral gauche qui n'a plus de club actuellement, Saliou voilà. Ils ont Saliou 6, ils ont Sabali. Il y a plein de joueurs dans l'ombre comme ça qui sont moins cités que les joueurs un peu plus mainstream. Très expérimentés, Youssouf Sabali. Mais qui sont très très importants aussi. Et d'ailleurs, si Saliou 6 peut participer au mondial, même s'il a pas joué jusque là, je pense que ce sera nécessaire pour Sénégal parce qu'ils doivent avoir ce contingent de joueurs qui a gagné la CAN et amasser ce maximum d'expérience, maintenir cette dynamique là. Pour moi, ce sera nécessaire. Et le Sénégal, le problème, c'est qu'au niveau des individualités, t'as des gardiens finalement, t'as celui qui a joué la CAN et qui l'a remporté, qui est pas en confiance, et t'as les autres qui ont un peu mangé, sauf Seny Dieng qui a joué contre la Guinée, si je me trompe pas. Et d'ailleurs, champion d'Afrique ou pas, vous arrivez pas à nous battre les gars, donc restez tranquilles. Et j'étais obligé de le caler. Bandit. Non, franchement, le Sénégal, j'ai envie de croire en eux. Pour moi, c'est le pays africain qui a la poule la plus abordable par rapport aux autres pays, on le verra après. Et pour moi, c'est eux aussi qui ont le plus d'opportunités pour ne serait-ce qu'aller chercher un dernier carré. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite de tout cœur à mes voisins sénégalais. La Trinité du Mafé doit triompher et ça doit passer par un dernier carré. Juste avant que je te donne la parole, Yasser, qu'est-ce que t'en penses toi du Sénégal? Non, mais le dernier carré, je trouve qu'Abdou... C'est possible. Franchement, c'est la Coupe du Monde de toutes les incertitudes. Ouais, c'est vrai que c'est la Coupe du Monde de toutes les incertitudes. Mais moi, le Sénégal, ils ont un très bel effectif, ils ont une belle force collective, les résultats ont été là. Mais moi, je pars du principe que là, la CAN qu'ils ont gagnée et les qualifications contre l'Égypte, Coupe du Monde qu'ils ont faites,
c'est la dictature du résultat qui prime. Parce que ça joue à peu. Et franchement, jusqu'à la demi-finale de la CAN. Voilà, mais même en finale. La demi-finale, c'était pas trop dans le jeu, c'était compliqué. C'était pour pas dire mauvais. Même, tu vois, même aujourd'hui, on en rajoute sur la CAN de Mané. C'était un leader. Si tu la prends pas, la CAN, tu dis pas ça du tout. Comme en finale, voilà, tu rates et tu gagnes le tir au but. Franchement, ça se joue un peu. Mais c'est une grande force collective. Il faut un peu de chance dans le football. Ils ont les qualités. Je dis pas qu'ils ont pas prouvé. Mais voilà, moi, je vais pas m'emballer, même sur le plan africain. Voilà, même si le niveau il est un peu en dessous comparé si tu parles du principe d'une Coupe du Monde où il y aura toutes les grosses nations, même européennes, mais le Sénégal, je veux pas m'enflammer, moi. Voilà, ils ont l'effectif, il y a une belle force collective. Maintenant, j'attends de voir parce que même malgré le fait qu'ils ont pris la CAN, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde, ils m'ont pas totalement convaincu. Il y a quand même un phénomène de circonstances qui ont fait qu'ils en sont arrivés là, sans leur enlever tout le mérite, et c'est pour ça que je ne veux pas m'enflammer pour le Sénégal. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Abdou sur Edouard Mendy n'est absolument pas en forme, il ne joue plus avec Chelsea, c'est Kepa qui est passé devant, mais Edouard Mendy avec le Sénégal, je trouve qu'il n'est pas trop sollicité, et justement l'excellente protection de surface qu'a le Sénégal, avec toute cette densité de joueurs dans l'axe, ça pourrait permettre à Edouard Mendy d'avoir confiance et de surtout être moins sollicité. Il profite d'une charnière Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, c'est aussi pour moi, une la force clé, elle est qui là. qui peut être un Mais moi, il faut pas oublier, c'est la Coupe du Monde là. C'est la sollicitation d'Edouard Mendy, mais justement à la Coupe du Monde. Les Sénégalais, ils ont l'expérience et surtout, ils savent jouer avec un style de jeu qui leur permet de ne pas trop s'exposer au contre ou alors au déferland. Ouais, mais là, c'est à double tranchant parce que si ton gardien est peu sollicité et qu'il n'est pas en confiance, ça veut dire que les rares fois où tu vas le solliciter, peut-être que ça va pas passer, ça va te plomber. Tu sais très bien que les grands gardiens, justement, leur force, et on va revenir au PSG, mais c'est ce qu'ils avaient avec Areola et Trapp, c'est que c'est des bons gardiens dans les petits clubs parce qu'ils reçoivent 10 ballons par match. Mais quand t'as un ballon arrêté, que t'es pas en confiance, Edouard Mendy est un grand gardien, mais il est pas en confiance, c'est généralement tu te passes à travers. Parce que pour te mettre en confiance quand t'es un gardien, et je l'ai été, c'est de toucher plein de ballons, et c'est pour ça que des fois tu vas plus s'arrêter. Mais là, quand tu dois faire un arrêt dans un match de Coupe du Monde décisif et que t'es pas du tout en confiance, mais il y a moyen que tu deviennes une passoire, mais tu vas pas faire de boulette, mais tu vas pas l'arrêter. Mais justement, dans le contexte du Sénégal, peut-être que le contexte un peu plus familial, le contexte joyeux qu'il y a depuis la Coupe d'Afrique pourrait permettre à un gardien comme Edouard Mendy de justement retrouver cette confiance. Il ne faut pas négliger ce contexte. À Chelsea, il y a un contexte qui est nauséabond, pour pas dire quelque chose d'autre, parce que il y a changement de coach, changement de propriétaire, tout ça. Tiens, pour Koulibaly, alors le contexte, il est comment par rapport à la Coupe du Monde qui va arriver? Est-ce que c'est favorable ou est-ce que c'est défavorable? Déjà, Koulibaly, c'est quelqu'un qui a du mal à s'adapter à Chelsea parce que ce n'est pas le profil de défenseur central de côté, ce n'est pas un Rudiger. Koulibaly, c'est un Thiago Silva. Non, il jouait jamais à 3 et Koulibaly, pour moi, ça doit être le successeur de Thiago Silva. Mais justement, encore une fois, comme Mendy, dans ce contexte joyeux et dans ce contexte de jeu qu'il connaît, je pense que pour Koulibaly, retrouver ce contexte sénégalais, ça va lui faire du bien. Parce qu'à Chelsea, malheureusement, il est beaucoup trop sollicité sur des aspects du jeu qu'il ne maîtrise plus, qu'il a maîtrisé durant ses premières années à Naples, mais qu'il ne maîtrise plus. La défense haute, les interventions, les tacles, il fait énormément de fautes, alors que lui, c'est plutôt l'anticipation. Donc je pense vraiment que retourner dans ce contexte de jeu-là d'Aliou Cissé, où ça prime beaucoup sur le positionnement, l'anticipation, ça va lui permettre d'être mieux dans le jeu et de faire une meilleure coupe. Et puis il faut pas oublier l'adaptation à la peine. Vite fait, là on a un peu parlé sur le Sénégal. Est-ce que toi tu as un prono par rapport à ça? Parce qu'on a dit que ça peut faire demi-finale. Toi tu vois quoi? Demi-finale, quart de finale? J'ai demi-finale. Demi-finale, tu vois faire le Sénégal quoi? Allez, je dirais 8e de finale, ce serait déjà bien. S'ils vont en quart, alors là, ce serait top. Mais j'oublie pas le contexte. En fait, pour moi, la Coupe du Monde, c'est un peu comme le contexte Ligue des Champions. Tu peux être bon partout, mais quand tu arrives dans ces compétitions-là, même tu peux affronter les plus petites équipes, si t'as pas le mental, ouais. Non, mais surtout, après, il faut voir aussi contre qui il tombe. Voilà, parce que là, je suis sur le groupe. Sur soit l'Angleterre, soit les States, soit le Pays de Galles, soit l'Iran. Mais justement, les Sénégalais, ils ont connu la Coupe du Monde. Si on passe sur l'Angleterre, il y a moyen de faire Regarde le Maroc à la Coupe du Monde 2018. Mais justement, contre l'Iran, mais l'Iran, ça reste solide. Tu me fais une excellente passe décisive parce que à part le Sénégal, est-ce que vous voyez une autre nation faire un parcours de qualité en Coupe du Monde? Pour moi, c'est le Maroc parce que, mais c'est pour une chose le Maroc parce que non, mais le Maroc, ils ont perdu quand même leur entraîneur. Le Maroc, juste, mais c'est ça en fait le Maroc. C'est une bonne chose. Mais il y a un truc le Maroc, ils peuvent vivre. De meilleur troisième ou pas? Non, il y a pas ça, c'est l'euro ça. Il y a pas ça, il y a l'euro. Merci Platini, grâce à toi, Portugal a pris l'euro, on l'oubliera jamais. Mais voilà, c'est très une légende française qui donne l'euro. C'était inattendu. Non, mais il faut pas l'oublier. Mais maintenant, sur le Maroc, ils ont été pas bons à la CAN. Ils ont peu de force collective, franchement, il y a peu de... Non, le Maroc à la CAN jusqu'à l'Égypte, franchement, ça allait. Et face à l'Égypte, il sort sur le plan mental. Et franchement, Hakimi fait une grosse CAN, il y y avait vraiment une force collective autour d'Aïs. Franchement, dans le jeu, dans le contenu, le Maroc s'est proposé à la CAN jusqu'à leur élimination. Et franchement, de ce qu'on avait vu... Ils sont juste tombés sur plus fort qu'eux mentalement. Franchement, moi, je trouve que ça a été moyen. Les qualifications de Coupe du Monde, tu passes, mais tu tombes contre le Congo. On va pas se mentir, tout le monde rêvait de tomber contre eux. On a vu ce qui s'est passé à l'avant-match.
Voilà, on va pas se mentir. Mais aujourd'hui, le Maroc peut avoir cet effet, c'est de se dire on est qualifié pour la Coupe du Monde. Le coach, on va pas se mentir, moi je trouve que Vaïd, ils ont un peu trop fait, mais c'est normal parce que quand quelqu'un enlève tous tes gros joueurs pour une question d'ego et qu'il n'y a pas les résultats forcément derrière, c'est normal, tout le monde est mécontent. Mais stade de Vaïd, il a qualifié ses 3 pays à la Coupe du Monde et il s'est fait virer. Juste après. Pas de Coupe du Monde pour lui. Non mais c'est ça Vaïd, mais ça reste un très bon coach qui sait forger un groupe. Mais là aujourd'hui, le Maroc va peut-être vivre ce phénomène de se dire le coach, plus personne en voulait, il y a un nouveau coach, on est tous heureux, les meilleurs joueurs y reviennent et on aura à cœur de prouver qu'il avait tort de nous enlever et tout le monde sera motivé. Et puis le groupe, c'est pas non plus c'est déjà contre qui joue. Alors Belgique, Croatie et Canada. Belgique, je m'en rappelle. Belgique, Croatie, ça va. Et ils affrontent la Belgique et la mais Croatie. Tu vois, ils affrontent le derby contre la Belgique. Ils affrontent en dernier le Canada. Donc ça peut aussi jouer. C'est paradoxal parce que le Sénégal, la meilleure équipe d'Afrique actuelle, ils sont au-dessus du Maroc et tout, mais je vois plus le Maroc potentiellement créer la surprise que le Sénégal. C'est un pressentiment et c'est par rapport au contexte actuel que le Maroc c'est plus sur un effet. Imran, j'aimerais que tu touches un mot sur le Maroc vu que tu es un peu maghrébin, que tu connais un peu, et après avec Abdou on va parler du Cameroun et du Ghana. Alors pour moi le Maroc, il y a une donnée qui est importante comme le Sénégal et je vais rebondir sur ce qu'a dit Abdou, c'est l'expérience. Et pour moi l'expérience c'est totalement important. Non, c'est Yasser qui avait parlé de l'expérience en Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est différent. Tu la mettrais sur l'individualité des joueurs, sur l'individualité et sur le collectif. L'individualité va transmettre cette expérience au collectif. L'individualité d'un Romain Saïs, d'un Sofiane Amrabat qui a connu la Coupe du Monde, d'un Youssef Nsairi qui avait été très bon contre l'Espagne, comme Bounou et Mounir aussi. Hakimi. Donc pour moi, toute cette expérience-là va être totalement importante parce que si le Maroc s'est fait éliminer en 2018, c'est en partie par le manque d'expérience. Mais le bémol, c'est le groupe. Et encore une fois, je vois pas vraiment la Belgique ni la Croatie sortir. La Croatie, je pense que le problème pour le Maroc, c'est qu'en fait, tu affrontes la Belgique et la Croatie. Si tu commençais par le Canada, tu aurais pu peut-être espérer un bon résultat face soit à la Belgique, face soit à la Croatie. Mais quand tu tombes face à tes deux gros pour les 2 premiers matchs, là, ça peut être très compliqué. Après, le Maroc a déjà prouvé par le passé. C'est vrai, en 2018. Et même bien plus longtemps en avant, en 86, ils étaient tombés dans la poule de l'Angleterre, Portugal. De l'Angleterre, oui. De l'Angleterre et du Portugal. Et ils ont fini premier de leur poule aussi, tu vois. Et le Maroc, c'est d'ailleurs le pays africain qui a décomplexé les autres pays africains par la suite dans l'histoire de la Coupe du Monde. Donc, s'il y a un pays qui serait capable de proposer quelque chose avec un groupe aussi relevé, eh ben, ça serait eux parce qu'ils l'ont déjà fait et pourquoi pas espérer en tout cas les Marocains auraient des raisons de se dire il y a un truc à faire, tu vois. Et ça peut être aussi l'occasion du nouvel entraîneur de pourquoi pas forger un groupe pour la Coupe du Monde et pourquoi pas pour la prochaine CAN 2024. Ils auront un esprit revanchard par rapport à Vaïd et au contexte des derniers et surtout 2018. Et par rapport à ça, Abdou, on va pouvoir parler un peu du Cameroun et du Ghana. On va un petit peu parler de la Tunisie, peut-être, Inch'Allah. Ouais, non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce qu'on s'est fait éliminer, donc il n'y a rien à dire sur la Tunisie. C'est faible. Non, on va parler de la Tunisie. Non, on ne parlera pas de la Tunisie. Si. Non. J'ai oublié, ils ont joué contre qui du coup en barrage de qualif? Aucune idée. Arrêtons de parler des barrages, s'il vous plaît. Donc, pour le Cameroun, il y a eu, on a vu ces vidéos avec des grands discours de Samuel Eto'o. Au final, je pense que malgré qu'ils aient fait demi-finale, c'était quand même intéressant dans le jeu, même s'il y avait quelque chose à améliorer. Et surtout, la séance de tir au but, elle reste quand même assez mémorable. Mais est-ce qu'on peut dire que le Cameroun, qui a le Brésil, la Serbie et la Suisse, encore des retrouvailles avec le Brésil, est-ce qu'ils ne sont pas tombés dans un groupe très piège, parce que la Serbie, il faut faire attention. Ils sont tombés dans un groupe piège et ils peuvent être l'équipe piège. Et en fait, le truc, c'est que le Cameroun, ils ont ce truc en Coupe du Monde. Je te dis pas qu'ils vont se qualifier. Après, ils ont quand même un beau passif. Ils ont un beau passif, ils sont bien encadrés. Quand t'as des mecs comme Samuel Eto'o qui sont là pour te tranquilliser, te donner de l'expérience et tout. Un peu comme le Nigeria. Surtout qu'il a choisi un entraîneur qu'il connaît. Ouais, il a calé son pote, quoi. Voilà, faut être honnête. Mais moi, j'ai des doutes sur Rigobert Song en tant que coach, mais sur Samuel Eto'o et l'influence qu'il est capable d'avoir sur comment aborder les matchs, la préparation, etc. Essayer de décomplexer les siens, justement, avant qu'ils rentrent, affronter les Neymar, Vinicius, les Shaqiri, les Vlahovic, qui tu veux. Ça, je pense que Eto'o, il aura un rôle très, très important à jouer. Maintenant, est-ce que les Camerounais seront capables de le faire? Je leur souhaite. En tout cas, j'aimerais vraiment voir le Cameroun sortir de cette poule. S'ils sortent de Honnêtement, j'ai aucun feeling sur la Serbie, tu vois. Donc je te dirais que vraiment le Cameroun, s'ils font le job contre la Suisse au moins. J'ai envie de dire que la Serbie, c'est l'équipe piège de ce groupe-là parce que franchement, il y a vraiment des joueurs de qualité. T'as Mitrovic, tu t'en souviens bien, premier match de Pro Championnat en Première Ligue. Dusan Vlahovic, SMS, Dusan Tadic, Filip Kostic.
bon, je dirais pas Jovic. Milenkovic aussi. Hein. Milenkovic, Goudelj, Marko Dimitrovic. Donc, bon, mais en fin de compte, vous trouvez pas que c'est tous des équipes pièges à part le Brésil? Bah, le Brésil, de toute façon, s'il sort pas premier, c'est Oui, catastrophique. mais les trois, c'est des équipes pièges. La Suisse nous a éliminés. Les trois, ils ont un profil mais surtout le Cameroun et la Suisse, d'équipes quand même dans leur continent qui peuvent causer des problèmes aux autres, aux plus gros, qui ont un bel effectif, mais qui ne sont pas les meilleurs. En fait, ils ont un statut d'outsider. Et la Serbie est un peu en dessous pour moi. Et surtout, ça jouera plus entre le Cameroun et la Suisse. Mais tu tomberas soit face au Portugal, Ghana, Uruguay, qu'on va en parler juste après. Parce que moi, ce que je te dirais, c'est que bon, le Brésil, on les met tous favoris, mais attention à ne pas déjouer du coup. Exactement. On se rappelle de 2018. Mais pour moi, c'est la Suisse en fait que le Cameroun devra absolument battre parce que c'est pour moi le candidat le plus sérieux. Ils ont fait une expérience. Ils ont une expérience. Ils sont 2014, ils étaient là. 2018, ils étaient là. 2021, ils nous sautent. 2021, ils sortent l'équipe de France. Donc même si c'est une équipe qui est peut-être un peu sur la fin parce que les cadres historiques commencent vraiment à vieillir. Les Shaqiri, Seferovic, etc. Toujours est-il que les monstres d'expérience très souvent vont s'en sortir. Peut-être que tu es moins vivace, peut-être que tu es plus fatigué, mais l'expérience n'est jamais un défaut et c'est l'un des arguments de la Suisse. C'est un des arguments qui pourrait peut-être faire que le Cameroun chute parce que il me semble qu'il n'y a aucun joueur dans cette sélection qui ait connu la Coupe du Monde 2014. Ils n'ont pas participé à 2018. Même pas Vincent Boubacar. Je crois pas qu'il y ait chez Vincent Boubacar. Pour le Cameroun, ça sera d'abord la Suisse. Ça c'est excellent. D'abord après la Serbie, après le Brésil. Donc en fait la Suisse, le Cameroun, c'est l'inverse pour moi du Maroc, parce que tu affrontes deux équipes qui peuvent être abordables sur le papier et tu affrontes le plus gros derrière. Franchement, pour moi le Cameroun, ils ont les arguments et je te dirais, je vais me mouiller, pour moi le Cameroun va sortir de sa poule. Et on va maintenant passer au Ghana. J'aime vraiment parce que pour moi le Ghana c'est peut-être l'inconnu de ce groupe-là parce que il y a eu beaucoup maintenant de binationaux. Voilà, ça commence à être un petit peu la mode là, ces binationaux avec Thomas Partey. Je sais pas, Thomas Partey, c'est pas un binational. Non, lui, c'est. Mais il y a Tariq Lamptey, Iñaki Williams, Callum Hudson-Odoi. Même le petit frère. Non, le petit frère. Nico Williams a été pris par l'Espagne. Voilà, ils l'ont intercepté au dernier moment. Nico a été intercepté au dernier moment. Mais est-ce que, sachant que le Ghana c'est Portugal, Uruguay et la Corée du Sud, attention la Corée du Sud qui a quand même fait. Oui, bien sûr. L'Allemagne. Ouais. Oui, mais au final, ils sont sortis de leur poule. Oui, mais c'est une Allemagne en fin de cycle. Quand en fin de cycle, tout le monde peut te battre. C'est sûr pas une Allemagne qui en fin de match a totalement lâché quoi. Et en tout cas, le Ghana fait le premier match Portugal. Et après, la Corée. Le Portugal, vu leur état de forme du moment, je te dirais, franchement, les Ghanéens, ils auraient tort d'arriver et de se dire ouais, il y a Cristiano Ronaldo en face. Non, tu te dis, ils sont pas meilleurs que nous. Venez, on leur rentre dedans, on leur fait comprendre la vraie vie. Moi, c'est ce que j'aimerais vraiment voir chez les nations africaines. Parce que même si, pour la plupart, ils ont des groupes relevés, franchement, il y a les qualités, il y a les armes, il y a un truc à faire. Et comme vous l'avez dit, juste après, c'est la Corée du Sud. Donc là, franchement, ça doit être les 3 points là. Franchement, si le Ghana n'arrive pas à battre la Corée du Sud, du joueur le plus surcoté du moment, je suis désolé, il faut se poser les bonnes questions. Non, mais il sera peut-être pas la Coupe du Monde. Après, ce sera pas. Ça m'étonne. Non, il sera là, c'est presque sûr, parce qu'il a fait son intervention. Qu'est-ce que t'en penses du Ghana ? C'est bien passé. Mais le Ghana, après, comme on l'a rappelé. En fait, le problème. Et en plus, ils ont quand même un sacré passif, faut pas oublier, mais c'est des chokers. C'est ça. En fait, le problème, c'est qu'en fait, le Ghana se moque de nous. Parce qu'au moment où tu mises le plus d'espoir sur eux, ils se moquent de toi, et au moment où t'attends rien d'eux, c'est là où ils s'en sortent. Donc le Ghana, c'est l'équipe la plus, pour moi, c'est l'équipe africaine, c'est la plus impronosticable qui soit. Ils peuvent autant sortir comme sortir de leur poule. Tu te diras je suis pas étonné. Et en plus, mais vous voulez rappeler, c'est qu'il y a ce contexte binational, sur les binationaux, c'est que franchement, ça instaure pas une grande sérénité quand tu veux construire un groupe. Regardez le Cameroun, où un Samuel Eto'o, il dit un Joël Matip, il viendra pas quoi qu'il arrive, peu importe statut à Liverpool. Pourtant, c'est un bon joueur parce que on a gagné comme ça, on a gagné sans lui, donc on va aller sans lui. Le fait de pas toujours aller chercher les binationaux, ça montre que tu as confiance dans tes joueurs, là, toujours aller les chercher, essayer d'aller les interpréter, même si c'est des cracks les mecs, heureusement que tu les veux dans ton équipe, mais ça instaure pas une grande confiance autour du groupe. Et quand tu regardes le Ghana, c'est avec les frères Ayou et tout, aussi en sélection. Ah oui, d'ailleurs, faut pas oublier, ils affrontent l'Uruguay. Attention, passif. En plus, mais au-delà de ça aussi, je pense que le problème du Ghana, et on l'a vu lors de la dernière CAN, c'est qu'en fait, il y a une jeunesse qui est là, et il faut qu'elle prenne en maturité, en expérience, et elle ne l'a pas. Des cadres.
les cadres sont là, ils ont une idée du haut niveau, mais peut-être pas de la Coupe du Monde. Donc le vrai souci, je pense que pour le Ghana, ça va être ça. Il y a la place pour faire quelque chose. Peut-être que leur insouciance et voilà ce côté, cet aspect fraîcheur de la compétition peut les porter, mais sur le plan de l'expérience, parce que c'est ce qui fait la diff en Coupe du Monde, clairement. Je pense que là, ça va un peu pêcher pour eux. Ouais, en tout cas, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes. On verra ce que va faire ou non le Ghana. Après, surtout, il faut pas oublier sur les équipes outsiders, c'est de jouer avec le cœur. Ça, c'est le principal. Et c'est comme ça que toutes les, entre guillemets, les petites nations, je repense au Pays de Galles, l'Euro 2016 et plein d'autres, c'est comme ça qu'elles en sont sorties. Parce que à la fin, elles ont tous le même profil, c'est qu'elles ont un grand joueur. Voilà, que ce soit Gareth Bale là-bas pour l'Autriche. Mais voilà. pas un gros effectif. Mais l'effectif autour est un peu limité, mais ça dépend après de la prestation du gros joueur. Est-ce qu'il arrive à porter les siens et est-ce qu'autour, il donne tout sur le terrain et c'est comme ça que ça va jouer. Bon, je pense qu'on va pouvoir. Bon, on va quand même en parler. La Tunisie, même si vous nous avez éliminés, on va quand même en parler. Je vais commencer avec toi, Imran. Au vu de ce qu'on voit avec la Tunisie, qui quand même a quand même quelques petits joueurs intéressants. On voit comme voilà, le plus connu, c'est Animal Bejbri. Ceux qui jouent à FM le connaissent. France, Australie, Danemark, Tunisie. Est-ce que la Tunisie peut faire quelque chose? Non, faible dans le jeu, faible mentalement, capable de sortir des matchs à tout instant. La Tunisie, c'est dehors, 4e. Emballé, c'est pesé. C'est la sélection. Je suis d'accord avec toi, cette info me plaît, donc je valide. J'ai vraiment rien contre la sélection tunisienne. Enfin, un peu quand même, parce qu'ils ont adoré faire du mal à mon Algérie. Mais vraiment, quand je regarde leur CAN 2022, quand je regarde leur qualification. Leur qualification, c'était horrible. Pas de jeu, rien du tout, mais on arrive à perdre parce qu'on est nul. Ils sont faibles. Et la Tunisie, historiquement, ça a toujours été. La Tunisie, ça a toujours été une équipe qui est faible dans le jeu, qui est moche à voir, vraiment. Donc la Tunisie, ça va être dehors. Cette info me plaît, donc je valide. On peut continuer. La Tunisie, je suis d'accord avec Imran, mais malgré tout, il y a un contexte qui fait que je peux y croire pour eux, c'est l'équipe de France. Et comme je dis l'équipe de France, pour moi, il y a une 9 chances sur 10 que ça sort en poule. Et si tu sors en poule, ça va pas sortir en poule. T'inquiète, de toute façon, on en parlera. Ouais, mais tu vois, il n'y a pas de certitude. Franchement, quand tu vois la France, qui on a perdu le dernier match. De toute façon, tout sur Chouameni, il y a que ça à dire. Je vais vous dire un truc. C'est l'équipe de France qui a commencé avec cette malédiction du champion du monde entier. C'est elle qui va la terminer. Simple. Je pense qu'on pourra terminer sur ça. Et n'oubliez pas une chose. Karim Benzema en 2022, il a une baraka phénoménale. Donc, cette équipe de France-là, on pourra terminer. Si Deschamps a perdu son animal fétiche, c'est compliqué. On pourra terminer sur ça. En tout cas, cette info me plaît par rapport à la Tunisie. Je suis extrêmement d'accord par rapport à ça. Et pour rajouter Sora, parce que là parlait de Chouameni, il faut faire attention. Il y sera, mais lui aussi, il a eu un petit pépin physique. Abdou peut confirmer, et Karim Benzema aussi. Décidément, la malédiction.